Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner les clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Julie est la maman d'une petite Rosalie de 2 ans. Ça vous dit quelque chose ? Probable. Fred, le papa allaitant de l'épisode 5, est le papa de Rosalie et le mari de Julie, justement. Julie est sage-femme et apprentie consultante en lactation IBCLC. Elle a accepté de me raconter son histoire et celle de sa famille, vu côté maman cette fois. Après des démarrages d'allaitement plutôt simples, Julie a dû faire face, entre autres, à une dépression du postpartum, qui aurait pu mettre à mal son allaitement, mais qui s'est avéré être l'obstacle que l'allaitement lui a permis de surmonter. Allaiter sa fille, c'était son phare dans la nuit, comme elle le dit. Julie nous livre avec beaucoup de sincérité comment elle a traversé ces différentes épreuves grâce à elle-même, l'allaitement et son mari, oui, il ne nous avait pas menti, qui a été son plus grand soutien. Elle nous explique aussi comment cela a transformé sa vie et l'a guidée en tant que maman, mais aussi en tant que sage-femme, pour accompagner les couples différemment. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Julie, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte, merci de me recevoir. Julie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, nous dire qui tu es, combien tu as d'enfants ? Alors je suis Julie, j'ai 30 ans, j'ai un seul enfant, une petite Rosalie qui vient d'avoir 2 ans et je suis sage-femme et je suis en cours de formation pour devenir IBCLC. Donc aujourd'hui, on a une sage-femme qui va nous raconter son histoire de maman. Est-ce que avant d'allaiter, Julie, tu t'étais dit que tu allais allaiter 2 ans ? C'était quoi l'image que tu avais ou les a priori ou l'idée que tu avais de l'allaitement ? En tant que professionnelle de santé, je savais les bienfaits de l'allaitement, je connaissais les différentes étapes de mise en place, les risques, etc. Je savais tout ça, j'étais bien sûr informée là-dessus. J'étais juste pas complètement sûre que le contact me plairait. Mais je savais que j'avais envie d'essayer en tout cas. Je m'étais pas fixée de comment dire, d'objectifs autres que tenir au moins jusqu'à la reprise du boulot. Et puis quand j'ai repris le boulot, je me suis dit bon, je sais que l'OMS préconise un allaitement exclusif jusqu'aux 6 mois de l'enfant, on va tenter jusqu'aux 6 mois. Et puis à ces 6 mois, j'avais toujours pas envie d'arrêter. Je me suis dit, on va pousser jusqu'à ces 1 an et puis on verra. Et puis quand elle a eu 1 an, je me suis dit bon bah on verra combien de temps ça dure et si tant que ça nous plaît à toutes les deux et que ça nous convient à tous en tant que famille, pourquoi se fixer une date de fin, on verra comment ça se termine. T'avais des connaissances sur l'allaitement du coup avant que ça commence en tant que sage-femme ? Alors j'avais des connaissances, oui, on a quelques heures de cours pendant notre cursus à l'école de sage-femme. J'avais des connaissances générales sur la physiologie du sein, sur les différents problèmes qu'on peut avoir pendant l'allaitement, mais surtout au tout début, parce que dans ma pratique quotidienne, c'est ce que je vois le plus, c'est les 3-4 premiers jours de l'allaitement, et puis après je sais pas ce que ça devient avec les patientes, on n'a pas de retour sur comment ça se passe ensuite à la maison. Je vois les mamans pendant leur séjour en maternité, donc les 3-4 premiers jours, et après elles rentrent chez elles et elles sont suivies soit en ville, soit elles sont plus suivies du tout. Et, mais donc en tant que professionnelle, je n'avais vu que les quelques premiers jours et ce qui pouvait se passer pendant ce temps-là. D'accord, ok. Et alors pour toi, comment ça s'est passé ? Le début, franchement, j'ai été étonnée que ça se fasse si facilement. Parce que
Bah, effectivement, j'ai vu pas mal d'allaitements qui étaient difficiles à mettre en place et des histoires de crevasses, de bébés qui perdent du poids, etc. Et puis en plus, Ouais. Rosalie était toute petite à la naissance, elle faisait que 2,660 kg. Ouais. Du coup, elle était surveillée de près, elle avait des dextros régulièrement pour vérifier que sa glycémie était bonne. Il fallait que je la réveille régulièrement pour pas qu'elle saute une tétée, etc. Et en Mhm. fait, j'ai jamais eu vraiment à la réveiller parce qu'elle réclamait dès le début. J'ai pas remarqué que j'avais une montée de lait plus ouf que ça. Je m'attendais à avoir les seins comme des obus, enfin le truc qu'on te Ouais. décrit. Comme Ouais, le sein qui se tend et tout ça. c'est ça, et en fait, rien de tout ça. J'ai pas eu de crevasse. Elle a tout de suite su téter et se positionner au sein. Et en fait, je pensais que ça serait plus compliqué que ça. Ouais, tu t'attendais en fait au démarrage un peu galère à la maternité, d'un bébé qui prend pas bien, qu'on t'embête avec le poids, qu'en en plus elle était des petites, et finalement ça a roulé. Oui, c'était franchement vraiment facile et c'est surtout Rosalie qui m'a montré quoi faire et que elle savait où elle allait apparemment. C'est elle qui m'a guidée et au final ça s'est très bien passé et très facilement mis en place. D'accord. Et ça a toujours été comme ça? Ça a toujours été facile l'allaitement pour vous? Non, il y a eu des périodes plus compliquées que d'autres. Euh, on a eu un doute à un moment donné sur le fait qu'elle ait un reflux. Elle Mhm. vomissait énormément. Je savais pas trop si j'avais pas un REF, etc. Et puis Ouais. finalement, ça s'est résolu tout seul. Il y a eu aussi la première. On n'a jamais trouvé d'explication à ça? Non. Et puis en fait, c'est passé, donc on n'a pas recherché. Ça a duré quelques semaines, mais du coup, on n'a pas, une fois terminé, on n'a pas cherché à comprendre plus que ça. D'accord. Il y a eu aussi la première fois qu'elle a été malade, elle a fini par être hospitalisée. Elle avait 4 mois et demi. Aïe. Elle a fait une grosse otite et en fait, elle avait tellement mal qu'elle finissait par ne plus téter. Ils avaient peur qu'elle se déshydrate, donc elle a été perfusée. On est resté pendant 48 heures à l'hôpital. Ouais. Elle refusait de prendre le sein, elle refusait de prendre le biberon. Enfin, on a été Elle très voulait plus inquiets. se nourrir, elle avait trop mal. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils ont cru qu'ils allaient être obligés de lui mettre une sonde pour la nourrir autrement parce elle refusait de téter et même de boire au biberon. Et puis finalement, ça s'est débloqué. Et heureusement, elle a fini par reprendre au sein. Mais on a eu très peur à ce moment-là. Donc, Ouais. Oui, vous avez eu peur pour elle déjà? oui, on était très inquiets et de la voir complètement apathique, complètement, enfin vraiment atone quoi. Mm, Une poupée de chiffon. Donc c'était très flippant. mm. Ouais. Et puis l'allaitement, bon, elle avait que 4 mois et demi, donc ça passait encore avec les professionnels de santé. On me regardait pas trop. Enfin, j'ai pas eu de réflexion moi par rapport à l'allaitement. Ouais. On m'a pas forcément facilité la tâche non plus. On voulait absolument lui donner un bib de lait, etc. Donc il a fallu quand même batailler un peu pour qu'elle ait mon lait et qu'on essaye de lui donner avec autre chose qu'un biberon. Mhm. Mais ouais, c'était surtout dur de la voir pas bien du tout et de pas savoir si elle reprendrait le sein un jour, quoi. Oui, bah oui, j'imagine tu as dû avoir peur aussi pour ton allaitement. Ouais. Une fois qu'elle allait mieux, spontanément, elle est revenue très facilement au sein et il n'y a pas eu de choses à mettre en place. Non, elle a fini par reprendre le sein. Elle a commencé par reprendre des bibes avec mon lait et enfin de se remettre au sein. Je tirais mon lait 6 ou 7 fois par jour pour pouvoir avoir toujours une bonne lactation. Et Ouais, c'est une puis, sacrée organisation. ouais. Et puis finalement, elle est revenue toute seule au sein et ça s'est remis tout seul en place. D'accord. Ok, bon, ça fait quand même des... enfin, alors, les tout débuts étaient relativement simples, mais après, ça c'est un peu compliqué. Ouais. Il y a eu d'autres choses? J'ai fait une dépression postpartum. Donc ça n'a pas été évident de gérer mon état personnel et ces demandes d'aller au sein, etc. C'était surtout au début que c'était compliqué. Après, Mm. j'étais bien entourée et ça a fini par être pas ma bouée de sauvetage, mais disons ce qui me raccordait un peu à la réalité et au fait d'être maman, parce que tout le Mhm. reste me pesait.
de m'occuper d'elle, de l'entendre pleurer, etc. C'était compliqué. Et finalement, c'est l'allaitement qui nous a permis de rester très proches et que je m'éloigne pas trop de... Ça t'a tenu la tête hors de l'eau. Ouais. Tu peux nous parler de façon plus générale de la dépression du postpartum, parce que c'est quand même relativement fréquent. Et il y a des signes qui peuvent être assez évocateurs. Toi, en tant que sage-femme, tu dois bien les connaître. Oui, effectivement, c'est relativement fréquent. C'est une femme sur 5 en France qui finit par déclarer une dépression postpartum dans l'année qui suit son accouchement. Malheureusement, c'est trop peu souvent diagnostiqué parce que les symptômes principaux, entre autres, ce sont des phobies d'impulsion. C'est ce qu'on appelle des phobies d'impulsion. C'est que tu as peur de faire du mal à ton bébé, tu as des flashs ou des idées qui te viennent comme ça et qui te harcèlent à longueur de temps en te disant et si tu lui faisais du mal, et si tu le faisais tomber, et si... et même si tu ne passes... Il y a très peu de passages à l'acte, mais c'est le fait d'y penser et que ça te vienne comme des flashs qui te laissent sans cesse cette impression d'être une mauvaise mère et que tu vas faire du mal à ton bébé. Et ça, c'est difficile d'en parler. Oui, évidemment. C'est très difficile d'en parler à des professionnels parce qu'en fait, on a un peu honte de penser ça. Oui, en tant que maman. Ça fait beaucoup culpabiliser et c'est peu... Enfin, disons que c'est pas de connaissances universelles que c'est entre guillemets normal avec une dépression postpartum et que c'est un des premiers symptômes qui se développent. Et du coup, c'est difficile d'aller voir des professionnels pour en parler parce que t'as honte, t'as peur qu'on te prenne pour une cinglée, qu'on te retire ton bébé. Enfin, c'est très compliqué de gérer tout ça au quotidien sans se sentir coupable et sans que ça en rajoute une couche sur ce qui n'allait pas avant, quoi. Toi, tu connaissais les symptômes et du coup, tu t'es auto-alertée? Je me suis fait peur effectivement à plusieurs reprises et au début, même si je connaissais les symptômes et que je savais que tout ça était très révélateur d'une DPP, j'ai mis du temps à l'admettre et à ne pas me voiler la face et à dire ouais, il y a quelque chose qui va pas. Et j'ai fini par en parler avec mon mari qui m'a dit effectivement c'est pas normal, il faut qu'on t'aide, quoi. Ouais, donc ça a été une période difficile pour ton allaitement, mais en même temps, c'était ce qui te raccordait un peu, c'était ce qui gardait le lien, un lien proche entre Rosalie et toi. C'est ça. Ça a été un peu le phare de ma nuit à ce moment-là, c'est-à-dire que même si effectivement ça a été compliqué de continuer à allaiter Rosalie parce que le psychiatre voulait que j'arrête, mon médecin traitant voulait que j'arrête, et etc. Il t'encourageait pas à continuer? Il pensait que ça t'aiderait d'arrêter? Le psychiatre était persuadé et croyait dur comme fer que les hormones de l'allaitement pouvaient me dérégler au niveau hormonal et humeur. Et donc, il voulait absolument me faire arrêter. Et puis après, il y a eu l'excuse du traitement qui ne serait pas compatible avec l'allaitement, etc. J'ai bataillé pour trouver un traitement qui soit compatible et qu'il veuille bien me prescrire. On a fini par trouver un terrain d'entente, mais au début, c'était très compliqué de le faire admettre que j'étais pas obligée d'arrêter. Et au final, heureusement, parce que Rosalie a maintenant 2 ans et elle tète toujours et je suis toujours sous antidépresseur, mais au moins j'ai continué à allaiter et ça m'a permis vraiment de garder un lien fort avec Rosalie dans une période où je me sentais parfois pas du tout maman et de pouvoir rester proche d'elle malgré tout ça. Ouais, donc il a fallu, même au sein d'une dépression, en fait, se battre pour allaiter. Ouais. C'est triste, mais c'est souvent le cas. En tout cas, en France, il y a malheureusement peu de soutien de la part de certains professionnels de santé. Il ne faut pas généraliser, mais disons que c'est de la désinformation, je pense, plus que de l'intention de mal faire. Ouais, bien sûr. On est très peu formé à ça en France et c'est dommage, mais effectivement, c'est pas
c'est pas ce qui est le plus facile quand tu as décidé d'allaiter et surtout d'allaiter longtemps selon les critères de la Ouais, société. selon les critères de la société, toujours. Oui, c'est compliqué de faire face à de plus en plus de remarques et en plus du corps médical qui est censé être là pour t'épauler à ce moment-là et qui le fait pas en fait. Ouais. Ok, c'était, elle avait quel âge, Rosalie, quand tout ça s'est déclenché et que tu as commencé à être traitée? Elle avait environ 6 mois quand j'ai commencé à vraiment pas aller bien et où j'ai commencé à voir psychiatre, psychologue et à avoir un traitement. Ça t'a pris combien de temps pour sortir un peu la tête de l'eau et retrouver un quotidien plus serein? Je dirais que j'arrivais à me lever le matin sans avoir à me forcer au bout Mhm. de 5, 6 mois. Ouais, Après ça, ouais. Jusqu'au 1 an de Rosalie, ça a continué à être très compliqué. Et puis ouais. depuis, ça s'améliore petit à petit, mais je pense pas que je puisse dire que c'est complètement derrière moi et ça le sera certainement jamais complètement derrière moi. Mais ouais, ça a pris 6 mois pour que ça commence à aller mieux. T'as tenu bon sur l'allaitement? À aucun moment t'as eu de doute sur ça et sur le fait que c'était bon pour vous deux et qu'au contraire il fallait continuer? Est-ce que c'est même c'est ce vécu de cette dépression du postpartum qui t'a fait prolonger entre guillemets cet allaitement que t'aurais pas pensé si long au démarrage? Alors, il y a des jours où j'ai eu envie d'arrêter parce qu'il y a eu d'autres difficultés autres par rapport à une confusion. Enfin, Rosalie qui voulait plus téter, etc. Il y a des jours où j'ai dit non, j'en ai marre. Elle est tout le temps pendue à mon sein, les pics de croissance, etc. À gérer quand tu vas déjà pas bien et que tu as besoin Mm. d'air, c'est compliqué. Ouais. Et j'ai toujours fini par me dire mais non, il faut pas arrêter ça. C'est trop important pour elle comme pour moi et je pense que j'aurais plus souffert de devoir arrêter que ce qui m'a fallu endurer. Ok. Et alors, d'autres. Tu disais, tu t'as parlé d'une confusion? Juste avant que Rosalie rentre à la crèche, parce qu'elle y est rentrée tardivement, elle est allée à la crèche alors qu'elle avait 11 mois. Juste avant qu'elle aille à la crèche, on s'est retrouvés avec des grèves de tétée. Elle me mordait, elle me pinçait, des tétées compliquées. Et en fait, on a fini par se dire, mais est-ce que ça serait pas une confusion? Et on a fini par lui enlever la tétine. On a passé un week-end complet tous les trois à huis clos avec Ouais. Rosalie pendue à mon sein en peau à peau et ça a fini par le faire. Elle s'est détachée de la tétine et mais elle l'avait depuis sa naissance quasiment et ça n'avait jamais posé de problème et du jour au lendemain ça a commencé à bidouiller au niveau de l'allaitement donc on s'est dit qu'on allait l'arrêter pour Pour voir. éviter ouais Mm. voilà pour voir et finalement ça a résolu le problème. Ouais, c'était ça. Donc, comme quoi, c'est pas toujours au moment même où on introduit la tétine ou autre que les problèmes arrivent. Ça peut être beaucoup plus tard. Oui, ça peut être à n'importe quel moment, que ça soit la tétine, les différents contenants, etc. Ça peut très bien arriver à la première utilisation, mais aussi la énième utilisation, alors que tout Ouais. allait bien jusque-là. Ok. Et ensuite, elle est rentrée à la crèche. Ouais. Ensuite, elle est rentrée à la crèche. Ça m'a fait du bien de pouvoir me décharger un peu et comment dire, de prendre de la distance un peu entre elle et moi et de plus être dans notre bulle. Parce que Mhm. même si j'ai été arrêtée pour le boulot, hein, à partir du moment où j'ai commencé à prendre un traitement, j'étais en arrêt. Donc en fait, c'était que nous toute la journée, toutes les deux, et en fonction de son rythme à elle, etc. Et enfin, j'étais incapable de faire autre chose que de m'occuper d'elle. Ouais. Et du coup, le début de la crèche nous a permis de nous retrouver en nous éloignant, en fait, de prendre la distance nécessaire pour que je me rende compte qu'elle me manque, et elle aussi, je Mhm. pense, et qu'elle découvre plein d'autres choses parce que elle a beaucoup joué avec plein d'autres enfants avant ça, mais là, c'était toute la journée. Elle a évolué beaucoup plus vite dès qu'on l'a mis à la crèche, et puis ouais, ça nous a permis
à tous les trois, mon mari, elle et moi, de se redécouvrir d'une autre façon. Et pour l'alimenter, comment t'as fait? Est-ce qu'il a fallu que tu tires ton lait, toi, pendant la journée? Est-ce qu'à cette période-là, j'imagine qu'elle était diversifiée? Oui, elle était diversifiée. On a eu la chance de tomber sur une crèche vraiment cool et pro-allaitement, si ça peut se dire. J'ai pu donner mon lait pour qu'il lui donne. On a essayé au début de lui donner dans des contenants autres qu'un biberon. Donc je tirais mon lait régulièrement dans la journée et je le donnais pour le lendemain. Ouais. Ils ont bien voulu donc qu'on essaie d'autres contenants que le bib. Et puis finalement, ils se sont rendus compte qu'elle voulait faire comme les copains, c'est-à-dire avoir un biberon. On a, on a concédé sur ce point-là en priant tous les jours qu'elle ne nous refasse pas de confusion. Ouais. Et finalement, ça s'est fait comme ça. Et elle est toujours avec mon lait. Actuellement, je donne toujours mon lait pour la journée. Elle a toujours une quantité pour le repas du midi. Et elle est toujours au bib pour cette quantité de lait du repas du midi. Et on n'a toujours pas eu de nouvelles confusions. Donc on continue de croiser les doigts. Donc tout se passe bien. Oui. Et là, donc voilà, ça fait un peu plus d'1 an qu'elle est à la crèche. Ouais. Et que ça se passe comme ça et tout roule. C'est ça. Ok, ouais. Donc une année quand même semée d'embûches pour un allaitement qui démarrait bien, finalement. J'ai eu la chance pour les débuts et puis après j'ai fait comme tout le monde. J'ai eu quelques galères, mais on a fini par s'en sortir parce qu'on était une bonne équipe. Ouais, parlons de cette équipe justement. Alors le papa, on le connaît parce que dans Milkshaker, il est déjà intervenu, c'est Fred. Je vous retrouverai le numéro de l'épisode et je le mettrai dans la présentation. Fred, c'est un peu le papa allaitant par excellence. Ouais. Et il nous a déjà parlé dans son épisode, mais de ton point de vue à toi, parce que il faut toujours avoir tous les points de vue. Oui. De ton point de vue à toi, c'était quoi sa place? Comment il a réussi à s'intégrer à cette histoire? Comment il t'a aidé, accompagné? Parce que je sais qu'il aime pas dire qu'il t'aide. Non, c'est son, comment? Sa phrase fétiche, je n'aide pas ma femme. Donc Je fais ma part. c'est ça, il fait sa part. Donc on va pas dire qu'il m'a aidé, mais dès la grossesse, on en parlait énormément. Il me disait bien sûr, c'est ta décision, c'est ton corps. Oui, c'est mieux pour elle que tu allaites. Enfin, l'allaitement, c'est ce qu'il y a de mieux, etc. Mais c'est toi qui décideras et quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Et puis quand il s'est révélé que ça me convenait et que Rosalie aussi, il a été là pour à chaque étape, il a été là pour nous soutenir, pour me rappeler pourquoi j'avais décidé d'allaiter, pourquoi il fallait pas que je m'arrête, tous les moments où ça a été compliqué, et c'est lui ça a été mon roc sur lequel j'ai pu m'accrocher pour pas perdre de vue l'objectif et de pas perdre de vue que c'était ce que je voulais. Ouais, donc il a été hyper important finalement tout au long de cette aventure parce qu'il était ce pilier solide à côté sur lequel tu pouvais t'appuyer. Oui, et que ça soit pour les tirages quand Rosalie était hospitalisée, que ça soit pour le don de lait au lactarium, que ça soit pour tout ça, il est toujours là, il fait sa part et il fait tout ce qu'il peut pour être investi aussi dans cette partie-là, parce que il y a souvent des papas qu'on entend dire, c'est souvent l'image qu'on a de l'extérieur, l'allaitement, ça exclut le papa parce qu'il peut pas nourrir son bébé. Alors d'une, il n'y a pas que le fait de nourrir un enfant qui fait que tu puisses créer du lien avec lui. Et en plus, c'est pas vrai parce que tu peux faire tellement de choses pour faciliter la vie de ta femme quand elle est en train de donner le sein, qu'elle est pas confortable ou qu'elle meurt de soif parce que elle est en train de se dessécher après après une tétée ou des tétées groupées, etc. On peut toujours avoir du soutien de son conjoint ou en tout cas d'une personne proche. Et vraiment, si on en est là aujourd'hui à presque 25 mois d'allaitement, c'est grâce à lui parce que il y a plusieurs moments où moi j'aurais jeté l'éponge ou baissé les bras et c'est lui qui m'a toujours rappelé que
que je pouvais le faire, que j'étais capable, que on était une équipe et qu'il allait pas me laisser tomber et que ça allait bien se passer, quoi. Ouais, et puis pendant cette période où toi, t'étais pas bien, toute cette période de début de dépression du postpartum, j'imagine que du coup, il a aussi pris une place énorme parce qu'il a pu te décharger un peu du quotidien et assurer. Oui, complètement. Il a été génial. Il a assuré sur tous les plans. Il s'est occupé de Rosalie quand moi j'y arrivais pas. Il a fait rempart avec tout ce qui était extérieur et qui était pas bon pour moi et qui devenait nocif. Il m'a soutenu vraiment. Un lion. Ouais, Un lion clairement, protecteur. clairement. Et c'est marrant parce qu'il est lion, c'est son signe Ah, astrologique. Donc tu vois, tout se rejoint. bon, j'ai aucune capacité de médium, hein, je vous le dis, mais bon, là, c'était vraiment du pur hasard. C'est juste le lion qui protège sa tribu. Exactement. L'entourage, justement, t'allais parler d'eux, là, tu disais de est-ce qu'il fallait te protéger de choses externes. L'entourage, lui, était accompagnant dans cette histoire, soutenant, ou est-ce que plutôt il a fallu s'en protéger? Pour ce qui est de nos familles proches, à l'un comme à l'autre, ils ont toujours été à fond derrière nous, à dire qu'on fait ce qu'on veut, que de toute façon, si c'est notre choix, ils ont rien à en dire, que c'est super que j'allais être Rosalie, et un peu sur la défensive aussi. Enfin, je sais que ma mère est montée au créneau un certain nombre de fois en voyant des gens dans la rue me regarder de travers pendant une tétée. Euh, Ouais. non, Ils sont tous lions dans la famille? ma mère aussi est lion, tu vois. Ah bah voilà. Oh là, attends, je vais me mettre à faire de l'astrologie, moi. Oui, Il y a tu un truc. devrais. Il y a un truc à exploiter par là. Ouais, donc du coup, non, pareil, protection, Ouais. Et puis soutien. soutien indéfectible. Euh, certains amis un peu moins proches ont été étonnés du fait que je continue à l'allaiter. Hein, mais tu l'allaites toujours, mais comment ça se passe? Est-ce qu'elle mange autre chose? Et Et pourquoi tu fais ça? c'est ça, donc, mais à quoi ça sert? Et finalement plutôt respectueux, ou en tout cas c'est pas dans leur trip, mais ils ont respecté, ils ont jamais fait de remarques désobligeantes ou quoi que ce soit. Ouais. À quel moment t'as senti le vent tourner, tu vois, entre cette période où t'allaites, c'est bien, mais pourquoi encore? Ben, déjà à la reprise du boulot, alors qu'elle avait que 3 mois, hein, et puis aussi au-delà de 6 mois, ça, quand Ouais. ton bébé il commence à grandir, quand elle a commencé à marcher aussi, ça a commencé à poser question, genre mais si elle marche, si elle mange d'autres choses, pourquoi tu continues à l'allaiter? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Et puis Ok. finalement c'est passé, mais ouais, je dirais quand même le moment de retourner au boulot parce que quoi, tu vas te faire suer à tirer ton lait, mais ça va être compliqué, etc. Et puis le moment où elle s'est mise à marcher. D'accord. Ouais. Là, ça a été des caps où les questions ont commencé Ouais, à arriver. Comment ça s'est passé la reprise du boulot? T'as repris donc elle avait 3 mois. ouais, j'ai T'as repris repris le tout de suite boulot. full time. Comment t'as fait? J'ai repris le boulot quand elle avait 3 mois, à 100% direct. À ce moment-là, j'étais affectée en salle de naissance, donc des gardes de 12 heures, de jour, de nuit, le week-end, Ouais. etc. Euh, je... Épuisant. Ouais, c'est le rythme habituel hein, quand on est en salle de Mhm. naissance, mais c'est vrai que pour une reprise, et puis parce que ça fait quand même plusieurs mois que j'étais pas là, avec le congé mater, etc. Ça a été un peu raide au début au niveau du temps Mhm. et de la fatigue, mais ça a fini par se stabiliser, je dirais. Et puis en fait, c'est après quand j'ai changé de service où là, je me suis retrouvée comme en suite de couche, donc en maternité. Et, Mhm. euh, et là, ça a été aussi assez compliqué. Il y a eu des réflexions de mes collègues, il y a eu pour le tirage, etc. On est en maternité et pourtant j'ai eu des réflexions sur ça. Tiens, c'est l'heure de la traite ou Sympa, très sympa. Il y a tout en douceur. il y a des collègues qui meuglaient au moment où j'allais me mettre dans la pièce pour tirer Mais mon lait. non. Si, je te jure.
Ça, c'est vraiment les trucs, on se dit, mais on n'en est plus là, quoi. Ouais. Mais si. Et on est en mater, c'est ça qui est le plus triste. Oui, et on est en mater. Mais c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Donc ça s'est pas forcément très bien passé au niveau relation avec mes collègues au moment de la reprise et surtout autour du tirage. Mais pourquoi tu l'allaites encore? Et à ce moment-là, elle avait donc 4 mois et demi au moment où j'ai commencé en maternité. Et, à un âge où c'est encore socialement plutôt bien accepté en plus. Oui, donc voilà. Après, ça a participé en tout cas à ce que ça n'aille plus pour moi et que ce que j'arrivais encore à retenir avant ça a fini par déborder et inonder la berge. Et il a fallu que je m'arrête parce que c'était c'était la goutte de trop, quoi. Ouais, disons que si tout allait bien, s'il n'y avait pas eu quelque chose en fond, peut-être que tu aurais pu le supporter et voire même le contrer. Mais là, s'il y avait, c'était ce qu'il fallait pas en plus pour t'achever. Oui, c'est ça. Et donc après, voilà, dépression du postpartum, mais t'as été arrêtée. Ouais. T'as repris au moment où elle a repris la crèche. Comment t'as fait? Non, j'ai pas repris pour le moment. Je reprends bientôt. J'ai été mise en congé longue durée par mon médecin. C'est ce qui m'a permis aussi de rester arrêtée aussi longtemps parce que sinon j'aurais perdu une partie de mon salaire. Là, on a réussi à avoir au niveau financier pas de perte énorme de finances. Donc j'ai pu rester arrêtée pour prendre soin de moi et essayer de remonter la pente. Et je me suis lancée dans autre chose pour me remonter et pour que ça aille mieux et pour pouvoir supporter le retour au boulot ensuite. D'accord. Et alors raconte, tu t'es lancée dans... Tu nous l'as déjà dit, mais... Ouais, je me suis lancée dans la formation pour devenir IBCLC, pour pouvoir accompagner les femmes et les couples et les familles en général dans l'allaitement ou dans leur projet d'allaitement, en tout cas jusqu'au sevrage et depuis avant la naissance jusqu'au sevrage. Et donc j'ai commencé ça en début d'année cette année. Et ça me convient parfaitement. J'ai l'impression de pouvoir donner de ma personne pour pouvoir aider les autres. Et c'est le sentiment que j'avais plus en fait en travaillant à l'hôpital au moment où j'ai été arrêtée. Je vais quand même retourner à l'hôpital pour travailler, mais je sais qu'il y aura ça derrière qui pourra me tenir et qui me permettra de faire mon boulot correctement et dans les conditions que j'ai envie. Ce sera ta soupape pour, c'est ça. Pour être aussi un peu à l'hôpital sur des gardes plus classiques. C'est ça. On en profite pour parler de Milky Midwife. Ouais. Si jamais quelqu'un qui nous écoute ne connaît pas encore. C'est un compte Instagram que tu as créé, raconte. C'est un compte Instagram que j'ai créé pour pouvoir passer de l'information, partager autour de différents thèmes, que ça soit dans ma pratique de sage-femme, mais aussi de futur IBCLC. Donc sur tout ce qui concerne les femmes et leur suivi et leur vie gynéco et depuis le début des règles jusqu'à la ménopause, voire au-delà, de tout ce qui concerne la contraception, la grossesse, l'examen des seins, l'accouchement, l'allaitement, le postpartum, sur pas mal de sujets, c'est assez vaste. Pour pouvoir diffuser de l'info et que à ma petite échelle, disons, je puisse aider d'autres femmes à ne pas forcément tomber dans ce que moi j'ai dû subir, et puis aussi de se renseigner sur ce que c'est vraiment la vie d'une femme et pas en édulcoré ou en tabou, parce que c'est encore trop le cas en France. Tout ce qui concerne les femmes et la gynéco, c'est un secret, il faut pas en parler au grand jour, etc. Et c'est tabou. C'est hyper délétère pour l'éducation et pour l'information des gens, parce que on peut pas avoir d'informations claires et fiables dans ce contexte-là. Tout à fait.
Ouais, donc tu nous mixes tes compétences et tes connaissances de sage-femme et de futur IBCLC, puis d'IBCLC quand tu le seras, pour apporter le meilleur aux femmes. C'est ça. Cool. J'espère en tout cas. Alors, si vous ne connaissez pas encore ce compte, surtout allez vous abonner. Mine d'informations. Le sevrage, t'y penses? Pas encore. Le... Pour l'instant, ça roule pour nous deux. Ça nous convient à toutes les deux. Et pour l'instant, je ne me mets plus de barrières et de limites. Et je me dis qu'on verra quand ça se passera. Et pour l'instant, il n'en est pas question en tout cas. Tu te laisses porter. C'est Et ça. tu verras bien là où ça te mène. C'est ça. Mon petit doigt me dit que que t'as fait, ou que peut-être t'en fais encore d'ailleurs, des dons de lait. Oui. Et Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ton petit doigt est décidément bien renseigné. Mais c'est ma journée. Oui, j'ai fait et je continue à faire des dons de lait au lactarium. Alors nous, on dépend du lactarium de Marmande. Oui. J'ai commencé quand Rosalie avait un peu plus d'1 an. Je m'y suis mise assez tardivement par rapport à ce qu'on peut avoir d'habitude. Mais je continue à donner. Quand elle est à la crèche, vu qu'elle prend qu'une seule fois du lait dans la journée, moi je tire plus souvent que ça quand elle est pas là parce que pour entretenir ma lactation et parce que j'ai du lait. Ouais. Et du coup, le surplus de ce qu'elle boit pas à la crèche, je le donne au lactarium. Cool. Donc, tu as vraiment un tirage, voire plus dans la journée, qui sont réservés aux chouchous qui arrivent trop tôt et qui ont besoin de lait maternel. C'est ça. C'est facile à mettre en place pour les mamans qui connaissent pas et à qui ça pourrait faire peur ou qui se demanderaient comment ça fonctionne? C'est beaucoup plus facile que ce que je pensais. Après, les conditions pour pouvoir donner son lait et des quantités, etc., dépendent de chaque lactarium. Mais pour celui de Marmande, en tout cas, c'est très facile. Il y a une personne qui est dépêchée par le lactarium pour passer régulièrement. Elle vient à la fréquence à laquelle tu lui demandes. En fait, elle peut venir même toutes les semaines si tu as besoin. D'accord. Pour prendre les bibes de lait que tu as pu congeler, il faut pas un énorme congélateur. Moi, je m'attendais à ce qu'il faille je ne sais combien de contenance parce que je m'imaginais devoir attendre d'avoir plusieurs litres avant de pouvoir donner. Et en fait... elle vient, moi, une fois tous les 15 jours à peu près, et j'ai un petit congélateur 3 tiroirs minuscule et ça suffit pour stocker le lait que j'ai à donner pendant ce temps-là. Et si c'était pas le cas, elle viendrait plus souvent et sans problème. Il faut juste faire une prise de sang pour vérifier les sérologies et qu'il n'y a pas de maladie transmissible qui soit... Oui, pour pas qu'ils aient à tester du lait inutilement. C'est ça. Parce qu'ils le testent quand même, Oui, malgré tout. il le teste systématiquement avant de le donner aux enfants. Mais non, c'est très simple. Les procédures sont hyper simples. Il faut juste remplir un questionnaire, faire une prise de sang et ensuite ça roule. Il faut juste prendre son tire-lait et voilà. Il y a des mesures d'hygiène à respecter, mais c'est pas du tout compliqué à faire et ça prend pas beaucoup de temps. Donc pourquoi pas en faire profiter des petits loups qui sont arrivés trop tôt. Ok. Bon, je crois qu'on l'a compris, cette expérience d'allaitement, elle a changé beaucoup de choses. Et elle change encore beaucoup de choses pour toi. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ça? Je pense que ça a été effectivement, ça a changé beaucoup de choses et ça continue à en changer et ça a été l'articulation de mon changement de carrière, de changement, je vire pas à 180 non plus, mais ma nouvelle orientation, en tout cas professionnelle, ça a été le pivot pour trouver un autre angle pour pratiquer ce que je pratiquais déjà, mais de manière encore plus poussée autour de l'allaitement, autour de l'accompagnement des familles, et bien plus centré sur le ressenti et l'information partagée que sur le côté médical et administratif qui peut ressortir plus à l'hôpital. Ouais. Et ça a été effectivement ce qui m'a permis ça a été le fil rouge le long duquel j'ai pu me sortir de la DPP et qui continue à me porter jusqu'à maintenant. Ouais.
Et vers de nouvelles aventures. C'est ça. Ça m'a permis de prendre conscience de plein de choses d'avoir envie d'agir à ma hauteur et selon ce que je pouvais faire et en me formant à cette nouvelle casquette. Ok. Et tu parlais au tout démarrage de la peur de ne pas aimer le contact. Est-ce que ça s'est révélé être le cas ou pas du tout et c'était une peur d'avant que t'as jamais, auquel tu n'as plus jamais pensé après? Franchement, en regardant ce qui a pu se passer depuis la naissance de Rosalie, je me dis mais pourquoi je suis allée me poser cette question-là? Il y avait tellement d'autres trucs qui pouvaient se passer. C'est ça, c'est que pendant la grossesse, c'était vraiment ma hantise, c'est que ça me plaise pas, que je la mette au sein et que genre j'ai une répulsion et en fait, ça s'est passé. La première tétée, elle était très simple, elle s'est mise au sein, elle a tété et voilà. C'était lancé et rideau, fin de l'histoire. C'est ça, fin de l'histoire. Et depuis, j'ai jamais plus pris attention à ça parce que c'est devenu mon quotidien. Ouais, c'est devenu une normalité absolue. C'est ça. Alors à ces mamans qui nous écoutent, qui veulent allaiter, qui allaitent, tu as envie de leur donner quoi comme conseil? De ton expérience à toi, qu'est-ce qui ressortirait? Je pense que le plus important pour allaiter, c'est être renseigné. Avoir le maximum d'infos sur les débuts, ça c'est important, mais aussi sur la longueur et ce qui peut se passer ensuite, parce que en mater, on se concentre surtout sur les problèmes des premiers jours et on est focus là-dessus parce que effectivement, il faut régler ces problèmes-là avant qu'on sorte de la maternité. Mais on a tendance à pas suffisamment diffuser d'informations sur le après, quand on se retrouve tout seul avec son bébé qui a 3 semaines et qui est scotché au sein à 24 parce qu'il est en train de faire un pic de croissance et que t'es persuadé que t'as plus de lait et que tout le monde te dit mais t'es sûr qu'il est assez nourrissant, etc. Et que c'est justement à ce moment-là que t'as besoin de quelqu'un. Donc effectivement, s'informer au maximum et surtout savoir s'entourer des bonnes personnes. Avoir un coach, que ça soit un conjoint, une sœur, une mère, une cousine, un copain. Ou tout mélanger. Ou tout mélanger, mais d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter et qui sera toujours là pour nous ramener à ce qui est le plus important pour nous. Et si on veut continuer et que le projet est de continuer d'allaiter, que cette personne-là soit là pour nous le rappeler, quoi. Ouais, donc on vous le dira jamais assez. Armez-vous d'informations pour ne pas vous laisser prendre par la désinformation qui peut très vite arriver à vous et créez-vous cet entourage bienveillant qui connaît vos souhaits, vos envies et qui va vous accompagner dans cette aventure. Tout à fait. Ok Julie, est-ce qu'on s'est tout dit au sujet de ton allaitement? Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a déjà couvert pas mal de terrain. Je pense que le plus important de tout ça, c'est vraiment de se souvenir que c'est la norme biologique et que il faut faire ce qu'on a envie sans s'occuper de ce que les autres en pensent. Ouais. Ok Julie, avant qu'on se quitte, je te propose de passer à l'interview Fast Milk. Okay. Et je vais te demander, Julie, quelle est ta tétée la plus insolite? La plus insolite, je dirais que c'est la tétée où on était en train de visiter le château de Valençay, un des châteaux de la Loire. Et Rosalie était dans le porte-bébé et commence à grogner un petit peu, à montrer qu'elle a faim, qu'elle en a marre d'être là, etc. Et donc, on a fini par faire une tétée dans la chambre du roi d'Espagne. Oh, donc dans un décor fastueux et très classe, effectivement. J'ai pas trouvé de décor aussi sympa depuis. J'ai pas refait de tétée aussi luxueuse. Est-ce qu'il avait un bon fauteuil ou un lit sur lequel s'installer en biological nurturing? Malheureusement, il avait un lit qui avait l'air très confortable, pas accessible. Mais pas accessible. Donc ça s'est fini sur un banc en bois avec comme dossier le mur en pierre. Mais c'était très sympa. Mais la vue sur le lit. C'est ça, la vue sur le lit. Ok. Le truc le plus glamour qui t'ait été donné de vivre durant ton allaitement?
La tétée alors que je suis sur les toilettes parce que Rosalie est derrière la porte en train de piailler parce qu'elle veut téter et j'ai pas fini et donc elle rentre et elle se met au sein alors que je suis toujours assise sur les toilettes. Bonheur. C'est ça. Moment de grâce du quotidien. C'est ça. Et ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement, c'est quoi ? C'est quand on est toutes les deux allongées en câlin et qu'on peut se voir, se regarder les yeux dans les yeux. Okay. Si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, ce serait lequel ? Révélateur. Ouais. Ça m'a révélé le rôle de maman, ça m'a révélé toute une portion de la maternité que je ne soupçonnais pas et ça m'a révélé aussi que au niveau professionnel qu'on était loin de faire tout ce qu'on pouvait pour accompagner correctement les couples. Ok. Bon, écoute, je crois que tout ça est assez clair. Merci beaucoup, Julie, d'avoir répondu à toutes ces questions avec beaucoup de sincérité. Et je vous invite vraiment à aller consulter le compte de Julie. Alors, elle a son compte personnel qui s'appelle Maman Chouk, et puis où elle va vous raconter sa vie avec sa fille et son mari. Et puis, vous avez son compte plus professionnel qui s'appelle Milky Midwife. Et là, vraiment, vous allez avoir un mix d'informations de sages-femmes révélées post-allaitement et plus tard de consultantes en lactation IBCLC. Donc voilà, si vous souhaitez des informations sur toute cette partie de vie de femmes qui en effet parfois méritent d'être mieux informées, alors je vous invite à aller checker son compte, vous trouverez que des belles informations dessus et une belle personne en plus. Merci beaucoup Charlotte de m'avoir invitée et merci pour cet échange très agréable. Merci beaucoup. Mais de rien. À bientôt Julie. Je pense qu'on peut se dire que dans un an pour un épisode quand il sera IBCLC. Avec grand plaisir. On fêtera ça ensemble. Ah ouais, avec grand plaisir. On boira du champagne en faisant un épisode de Milkshaker. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de journée et à bientôt dans Milkshaker. Merci 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant. Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes ou encore en parlant beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll Be There qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know your hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper
there. I'll be there. Oh, I'll be there. I'll be there. Just me every time I have you back, and I know that you'll do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there. I'll be there. So I'll be there. I'll be there.